Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, fin de saison pour la Roca Team. Les Monégasques se sont inclinés en demi-finale du Final Four de Jeep Elite face à Dijon, 79-68. Malgré cette défaite, l'équipe de Zvezdan Mitrovic aura effectué une saison historique avec son titre en Eurocup. L'autre actualité, c'est le pass sanitaire. Il entrera en fonction le 5 juillet prochain en principauté. Comment se le procurer et quelles sont ses particularités? La réponse dans quelques instants avec Alexandra Pani. Dans ce journal également, nous évoquerons les bonnes relations entre Monaco et la France dans le domaine judiciaire. Les deux pays viennent tout juste de signer 2 conventions. Plus de détails dans cette édition. Comment l'Afrique a fait face à la crise sanitaire? Est-ce que ses atouts économiques ont été lourdement impactés? Nous en parlerons avec notre invité Ziad Limam, directeur et fondateur d'Afrique Magazine. Puis nous irons ensuite à Paris suivre la conférence de la philosophe Barbara Cassin, organisée notamment par la Fondation Prince-Pierre. Et enfin les femmes à l'honneur dans une exposition proposée à la Maison de France. Je vous le disais en titre, il était très attendu, le pass sanitaire sera disponible dès le 5 juillet à Monaco. 2 passeports seront proposés, un passeport monégasque et un passeport européen. Alexandra Pani, bonsoir. Quelles sont les modalités d'entrée en fonction de ce précieux sésame qui va permettre un retour à une vie normale? Bonsoir Émilie. Clairement, ce que l'on retrouvera à l'intérieur de ce pass sanitaire, ce sera une preuve de vaccination ou une preuve de rétablissement valable 6 mois à partir de la guérison, mais également nos tests PCR négatifs, sachant qu'il entrera en fonction, comme vous l'avez précisé, le 5 juillet. Toutes les personnes vaccinées à partir de cette date-là, vous aurez la possibilité d'obtenir la preuve du vaccin à la fois par papier, via un QR code ou avoir une version numérique du document. Et qu'en est-il des personnes qui se sont fait vacciner avant le 5 juillet, Alexandra? Pas d'inquiétude, pour les personnes vaccinées avant le 5 juillet, il suffit simplement et dès à présent de faire une demande à l'aide du formulaire en ligne sur le site covid19.mc. La demande sera ensuite traitée et contrôlée, puis à partir du 5 juillet, vous recevrez votre passe par email. À noter, Émilie, qu'il faudra effectuer la même démarche pour les personnes souhaitant obtenir une preuve de rétablissement. Alors à quelle occasion allons-nous devoir fournir l'un de ces passes sanitaires? Vous l'avez précisé, il existe 2 passes sanitaires distincts qu'il faudra demander. Le premier, le pass sanitaire Monaco, est valable à Monaco et en France. Le second, intitulé pass sanitaire Union européenne, est valable à Monaco, en France et dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ceci concerne les personnes résidentes en principauté, mais qu'en est-il des personnes étrangères qui souhaitent venir à Monaco? Sur le territoire monégasque, pour l'heure, le pass sanitaire sera demandé aux clients des hôtels, mais également des restaurants et des bars, à l'exception des personnes résidant en principauté, bien entendu, dans les Alpes-Maritimes et la région d'Imperia en Italie. Merci Alexandra. Voilà pour les modalités pratiques concernant ce pass sanitaire. Les services gouvernementaux, en coopération avec les autorités françaises notamment, ont avancé très rapidement sur ce projet pour permettre aux Monégasques et résidents de circuler facilement dans ce contexte de crise, mais aussi pour favoriser la sécurité sanitaire à Monaco pendant la période estivale, comme nous l'explique le ministre d'État, Pierre Dartout. Ça répond premièrement effectivement aux besoins légitimes qu'ont les ressortissants monégasques ou les résidents à Monaco de pouvoir se rendre, que ce soit pour des vacances ou pour des voyages d'affaires à l'étranger. Et là, ce que nous garantissons, c'est la possibilité d'y aller sans aucune difficulté dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et puis, il y a aussi la venue des touristes ou des hommes d'affaires en principauté. Et là aussi, dans le souci de protéger la population, ce document permettra aux personnes qui viennent de s'assurer qu'elles sont en bonne santé. C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que les Monégasques, comme les autres Européens, puissent vivre dans des conditions beaucoup plus normales. Mais, permettez-moi de le dire, la lutte contre la pandémie n'est pas achevée. Le pass est une arme formidable pour revivre comme avant, mais attention, la pandémie, pour autant, n'est pas surmontée. Le système de fonctionnement de ce pass sanitaire va reposer notamment sur un QR code qui sera au cœur de 2 passeports, le premier monégasque et le deuxième européen. Frédéric Ginta, délégué interministériel en charge de la transition numérique, nous en explique le principe. Une personne aujourd'hui va avoir le choix entre un pass
monégasque qui lui permettra d'avoir accès en Monaco et en France, ou si elle le souhaite, un pass européen qui sera le pass monégasque converti en pass français et qui donnera le même niveau de droit que les ressortissants européens. Donc quelque part, les monégasques, les résidents, les personnes qui ont été traitées à Monaco vont avoir le choix entre ce pass monégasque et ce pass européen. Et tout cela dans le plus grand respect de la sécurité de chacun, la sécurité numérique. Évidemment, dans le plus grand respect, notamment sur la protection des données. Les données ne seront pas stockées en France. Elles seront échangées pour la conversion, mais aucune donnée monégasque ne sera stockée en France. C'est encore une fois un élément de souveraineté forte. L'outil indispensable, c'est le QR code, et nous allons lancer d'ici ce soir un service, un téléservice, pour que les gens puissent demander leur QR code monégasque ou européen en fonction de leur choix. L'idée centrale est vraiment que ces demandes soient faites en amont pour que début juillet, quand le QR code est lancé, ce stock de personnes puisse en disposer immédiatement. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur l'arrivée du pass sanitaire à Monaco. Cette information à présent à prendre en compte, Alexandra. Oui, il s'agit d'une information pratique importante, Émilie. Les centres de vaccination et de dépistage vont être tous les deux réunis à l'auditorium Régnier 3. Pour le centre de vaccination, le déménagement prendra effet dès ce vendredi 25 juin. Pour le centre de dépistage, ce ne sera qu'à partir du 1er juillet. Pour la prise de rendez-vous, rien ne change. Il vous suffit de joindre le centre d'appel Covid-19 au 92 05 55 00, joignable 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Et puis cet été, fumer sera interdit sur les plages de la Principauté. C'est une nouveauté pour cette saison estivale, Émilie. Le gouvernement a choisi de rendre non-fumeurs les plages de la Principauté pendant la période estivale allant du 26 juin au 30 septembre inclus. Sur les plages du Larvoto et du Solarium, il ne sera plus possible de fumer du tabac aussi bien que des cigarettes électroniques. Des espaces aménagés réservés aux fumeurs seront toutefois définis par une signalétique. Et il sera bien entendu possible de fumer aux terrasses des cafés et des restaurants. La petite plage dite des pêcheurs, compte tenu de sa taille réduite, sera entièrement non-fumeur. Merci Alexandra pour toutes ces précisions. Justice à présent, 2 conventions ont été signées ce matin dans le cadre du protocole Monaco-France relatif aux échanges et à la coopération dans le domaine pénitentiaire. Plus de détails dans ce reportage de Sandrine Nègre et Alexa Vial. Ces signatures s'inscrivent dans le prolongement de la visite à Monaco du garde des Sceaux français il y a quelques mois, en mars. La première convention est signée avec le directeur de l'administration pénitentiaire, la seconde avec le directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Objectif, favoriser les liens. À la fois sur l'échange de bonnes pratiques, de renseignements, de stages, l'organisation de stages, de rencontres entre les personnels pénitentiaires de Monaco et les personnels français. Et d'autre part aussi, avec l'école, plus particulièrement de l'administration pénitentiaire, la possibilité de bénéficier pour les personnels monégasques de l'ensemble de la formation, tant initiale que continue, qui est dispensée par cette école. Une plus-value importante car elle permet de mieux préparer les personnels pénitentiaires monégasques aux différentes évolutions et à des questions comme la prévention du suicide ou celle de la radicalisation. Des conventions qui s'inscrivent dans la durée pour une collaboration fructueuse. Elles sont effectivement extrêmement intéressantes parce qu'elles posent un cadre, elles harmonisent ces pratiques de coopération, mais elles ne sont pas trop précises, c'est-à-dire qu'elles ne définissent pas par avance les besoins qui pourraient être les besoins de l'administration pénitentiaire monégasque en termes de formation, de collaboration dans les années à venir, puisque vous savez que l'administration pénitentiaire est une institution sociale qui évolue, qui suit les évolutions de la société et que les préoccupations d'aujourd'hui ne sont peut-être pas forcément celles de demain. Et il a d'ailleurs été rappelé aussi à l'occasion de ces signatures que l'un des objectifs poursuivis par la justice et l'administration pénitentiaire est de faire en sorte que le temps de la détention des prévenus puisse servir et être utile pour une sortie préparée. Il est temps à présent de recevoir notre invité. Il s'agit de Ziad Limam. Il est directeur et fondateur d'Afrique Magazine. Il vient d'animer une conférence débat proposée par le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique. L'occasion pour nous d'aborder la situation sanitaire et économique de ce continent en perpétuel développement. Bonsoir Ziad Limam. Bonsoir à vous. Vous êtes un grand spécialiste du continent africain. Tout d'abord, comment l'Afrique a fait face à la crise sanitaire? On en a très peu parlé dans les médias. On a l'impression qu'elle a été épargnée. Est-ce le cas? Elle a été épargnée à des degrés divers et selon les régions.
Si vous prenez par exemple les pays du Maghreb, en particulier le Maroc et la Tunisie, sur l'Algérie on a moins d'informations, mais sur le Maroc et la Tunisie on a plus d'informations. Si vous prenez l'Afrique du Sud et peut-être aussi les pays de la zone australe qui sont autour de l'Afrique du Sud, il y a eu un impact assez fort qui est probablement lié au fait que ces pays sont plus fortement connectés pour des raisons ou pour d'autres, au flux de transport de passagers, de biens, etc. Le Maghreb par rapport à l'Europe, l'Afrique du Sud probablement par rapport à l'Asie. Et donc voilà, donc c'est des pays qui ont été assez durement touchés. En Afrique, on a pris des mesures, selon les pays, mais quand même des mesures très tôt, en mars-avril, qui étaient des mesures dures, de lockdown, de confinement. Et donc toutes ces mesures ont permis de freiner les premières vagues. Mais disons que pour le moment, c'est sous contrôle. Et où en est la campagne vaccinale en Afrique ? L'Afrique, c'est à peine 2 à 3% des vaccinations. Et le mécanisme COVAX, qui est très imaginatif de la part des Nations Unies, c'est très insuffisant pour vacciner, j'allais dire, entre maintenant et 2022, près d'1 milliard d'Africains à 70-80%. Donc on voit l'ampleur du défi. Et comment se porte l'économie en Afrique actuellement ? Si sur le plan médical et épidémique, on a relativement résisté, il y a un coût économique qui est extrêmement puissant, extrêmement négatif, parce que d'une part, les lockdowns et les mesures de contraintes ont durement touché une population qui est très largement dans les secteurs informels. Et deux, l'Afrique a été aussi coupée d'un certain nombre d'écosystèmes globaux. Et donc se pose une question globale qui est celle du refinancement de la croissance en Afrique sur les années à venir. L'Afrique parle de 200 à 300 milliards de dollars, je n'ai plus exactement les chiffres, mais c'est l'ordre de grandeur pour les années à venir et on en est loin aujourd'hui en termes de mobilisation des capitaux. Oui, parce que c'est un continent qui a de l'avenir économiquement parlant. C'est forcément un continent stratégique. Il y a forcément des choses à faire. Il y a forcément du co-investissement. Il y a forcément du développement de partenariats publics-privés. Et surtout, pour l'Europe, c'est une zone naturelle d'expansion. La démographie, elle peut avoir un impact positif. Elle a un impact négatif parce qu'elle va forcément imposer des investissements sociaux très lourds pour ces pays qui sont déjà très fragiles, mais elle peut aussi créer ce qu'on appelle le dividende démographique, c'est-à-dire l'émergence d'une classe moyenne nombreuse qui peut consommer de la téléphonie, qui peut consommer des produits agricoles transformés, qui peut consommer de l'habillement, qui peut consommer du transport, qui peut se déplacer, qui peut investir. Donc, dans les deux cas, que ce soit le scénario dur ou le scénario optimiste, de toute façon, ça nous concerne, nous, en tant qu'euro-méditerranéens, parce que c'est notre frontière sud. Vous parlez de l'Europe, mais la Russie et la Chine ont également investi énormément en Afrique. On a l'impression que l'Europe perd un petit peu du terrain. L'Europe, il y a beaucoup de contraintes, de compliance, d'assurance des investissements. Il y a eu un désamour aussi de l'Europe, disons un désintérêt qui était lié à la grande crise africaine des années 80-90, crise de la dette, effondrement des matières premières. Les Chinois ne se préoccupent pas autant que ça de nos contraintes et ils investissent massivement. Les Chinois sont parfaitement conscients qu'il y a des matières premières dont ils ont besoin, il y a des marchés dont ils ont besoin, ils sont prêts à les développer, ils sont prêts à les financer. Donc l'Afrique est un enjeu. Le problème pour les Africains, c'est de ne pas être uniquement un enjeu, mais d'être les acteurs au moins à 50-50 de cette négociation globale qui tourne autour d'eux. Oui, rester en partie maître de son destin. Voilà, de retrouver une maîtrise de son destin. Est-ce que l'environnement fait aussi partie des enjeux économiques en Afrique ? C'est une question cruciale. Aujourd'hui, imaginez que l'Afrique consomme et produise dans 10 ans autant que l'Inde. Et vous avez une idée de ce que peut représenter l'Afrique dans les questions du développement durable à moyen terme. Donc il y a un équilibre à trouver entre le Sud et le Nord sur cette question, qui est un équilibre essentiel parce qu'il n'y a pas de frontières. Si vous créez du changement climatique en Afrique, si on crée du CO2 en Afrique, il ne va pas rester qu'en Afrique, il va se déplacer. Si on déforeste en Afrique pour des questions énergétiques, la déforestation affectera le climat global. Si on déforeste l'Afrique centrale à la même vitesse que l'Amazonie, on aura des impacts pour toute la planète. Donc ce débat-là est très important. Et la deuxième partie du débat, c'est que l'Afrique a besoin de croissance. Comme elle a besoin de croissance, elle a besoin d'énergie. Et que cette énergie, si elle doit être durable, elle est extrêmement coûteuse. C'est plus facile de financer une centrale à charbon ou de faire une centrale à charbon ou une centrale à pétrole que de faire une centrale au gaz ou une éolienne ou de la tourbe ou du solaire. Et donc il faut trouver les mécanismes de cofinancement
pour que cette transition énergétique africaine se fasse sur les 20, 30, 40 prochaines années, mais en partageant les coûts et en partageant les investissements. Merci infiniment Ziad Limam d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour nous apporter un éclairage sur le continent africain et son économie. Merci. Merci, à bientôt. Nous vous emmenons à Paris à présent. Une équipe de Monaco Info a assisté à la conférence de la philosophe Barbara Cassin, un événement organisé par la Fondation Prince-Pierre en collaboration avec les rencontres philosophiques de Monaco. Nous retrouvons sur place Crisinda Thomel et Thomas Deus. Crisinda, de quoi a-t-il été question lors de cette conférence ? Eh bien, au cours de cette conférence, Barbara Cassin a évoqué son rapport aux langues et à la traduction en prenant pour point de départ son amour pour le grec. Nous sommes place du Panthéon, dans le 5e arrondissement de Paris, à quelques mètres de la Maison des Océans, où vient de se tenir cette rencontre privilégiée avec la philosophe. Elle a longtemps fait partie du jury des rencontres philosophiques de Monaco et en garde un doux souvenir. Durant cette conférence, Barbara Cassin, directrice de recherche émérite au CNRS, a retracé son itinéraire intellectuel, son processus de création, ainsi que le sens de ses travaux. Car s'il est difficile, voire impossible, de définir précisément ce qu'est un philosophe, son parcours est toujours un éclairage sur ce qui l'a animé et qui continue d'orienter sa pensée. Chacun de nous parle une langue, il a une langue maternelle, parfois pas, parfois deux, ça dépend. Mais en tout cas, souvent on a une langue et puis on ne le sait pas. Et il faut au moins 2 langues pour savoir qu'on en parle une. Pas forcément en parler 2 très bien, mais au moins en avoir flairé une autre. Et moi, celle que j'ai sentie comme langue différente, qui m'a fait savoir que je parlais moi-même une langue, à savoir le français, c'était le grec. Parce que j'avais fait du latin, j'avais fait de l'anglais, j'avais fait même peut-être un peu d'allemand. Bon, j'avais entendu parler espagnol ou italien, et même hongrois chez moi. Mais bon, c'est le grec qui m'a fait comprendre que une langue, c'était quelque chose qui avait à voir avec tout un monde, toute une culture et toute une vision du monde. Et que j'en avais une. Le philosophe italien Umberto Eco disait « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Barbara Cassin, quant à elle, continue de nourrir une réflexion sur la manière dont la traduction peut servir de modèle non seulement épistémologique, mais aussi politique pour penser la citoyenneté d'aujourd'hui. Je définis la traduction, moi, comme un savoir-faire avec les différences. Et je trouve que c'est quelque chose dont nous avons besoin politiquement aujourd'hui, à coup sûr. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué au fond, d'hospiter l'autre et d'être hospité, d'accepter ça, d'accepter l'hospitalité. Et la traduction, c'est par excellence l'hospitalité. En 2018, Barbara Cassin a été la 9e femme à être élue à l'Académie française et a reçu la médaille d'or du CNRS. Retour en principauté avec cette nouvelle exposition à la Maison de France. Elle s'intitule « Entrevue au féminin » à découvrir jusqu'au 16 juillet. Le reportage de Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni. L'Union des Français de Monaco et la Fédération des groupements français de la Principauté vous proposent cette entrevue au féminin. Elle réunit les œuvres de Calypso de Sigaldi, Elisabeth Fessel, Carla Soutra et Vega Venusi. Et une chose est sûre, l'expression de la sensualité est à l'honneur. À l'UFE, effectivement, on a un côté culturel. Alors on a plus l'habitude de nous voir parler de logement, parler de fiscalité, parler de problèmes des Français. Mais finalement, le Covid prend fin et on avait envie de retrouver un peu le sourire, un peu de culture et un peu de se faire plaisir. Aujourd'hui, étant donné que c'est une exposition commune de femmes, une entrevue au féminin, je me suis consacrée à la féminité et j'ai vraiment essayé de travailler la finesse et la délicatesse en travaillant plus la porcelaine, l'aquarelle avec beaucoup de détails, des voilures. Après ces panneaux, place à des tableaux et à d'autres supports comme ces fresques choisies par ces femmes pour exprimer leurs idées sur les femmes, justement. J'ai créé la Vénusie qui envoie un message très coloré, très enfantin, très pop surréaliste. Mais cependant, si vous lisez les cartons sur lesquels vous voyez les textes des tableaux, c'est beaucoup moins gai très souvent et ça raconte la vie des femmes, leurs tourments, leurs angoisses, leurs peurs. Toute ma série a été basée sur les estampes japonaises. J'ai voulu revisiter le concept de l'estampe japonaise comme l'avaient déjà fait les Occidentaux à la fin du 19e
19e siècle. Et en fait, je me suis dit que ça devrait être amusant d'essayer de les réadapter à nos outils d'aujourd'hui. Je pense que personne ne l'a encore fait. C'est très amusant de voir une exposition où il y a 4 femmes, 4 artistes, et combien on a des œuvres tellement différentes alors qu'on traite le même thème. C'est fascinant. Dans le cadre de cette exposition, plusieurs rendez-vous seront proposés. Le 5 juillet à 18h, une conférence sur l'érotisme dans l'art, ainsi que des ateliers parfums les 3, 10 et 16 juillet avec la Maison Gallimard. Retour à présent sur cette tradition célébrée chaque année en principauté. C'est hier qu'a eu lieu le traditionnel feu de la fête de la Saint-Jean sur la place du Palais Princier, Alexandra. Oui, en présence du prince souverain et des enfants princiers, Émilie. Ils ont assisté à l'allumage du feu de joie sur la place, respectant la tradition. Une centaine de fidèles s'est réunie en début de soirée. Dans la religion catholique, la Saint-Jean célèbre le passage au solstice d'été et symboliquement la victoire du Christ sur les ténèbres. Et 2021 marque le 10e anniversaire de mariage de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Et à cette occasion, une mini-série de 10 épisodes retraçant les cérémonies de l'été 2011, le parcours personnel des époux, leurs rencontres et leur vie de famille sera diffusée sur les réseaux sociaux du Palais Princier à partir du 1er juillet. En plus du compte Facebook, des comptes Instagram et YouTube au nom du Palais Princier de Monaco ont été créés. Une bande-annonce est à découvrir depuis ce soir. Autre information, le centre botanique aménage ses horaires pour la période estivale. Effectivement, Émilie, compte tenu de la chaleur estivale, les visites guidées sont suspendues durant le mois de juillet, août et septembre. Notez bien qu'à partir du 1er juillet, le centre botanique sera ouvert au public en accès libre et en continu du mardi au samedi de 8h30 à 15h30. On rappelle que le centre, c'est 10 500 plantes parmi les plus rares et menacées de la planète dans un bâtiment composé de 900 mètres carrés de serre et 1000 mètres carrés d'abri répartis sur 3 niveaux. Et un coup d'œil maintenant sur la météo avant de nous quitter. Quel temps fera-t-il vendredi, Alexandra ? Comme pour les jours précédents, il faudra compter sur une journée largement ensoleillée. Des passages nuageux ne sont pas à exclure. Le thermomètre affichera 25 degrés au plus chaud de la journée et nous fêterons les Éléonore. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous rappelle la principale information du jour. Le pass sanitaire sera disponible dès le 5 juillet à Monaco. 2 passeports seront proposés, un passeport monégasque et un passeport européen. Retrouvez tous les détails de ce pass sur nos réseaux sociaux. On se quitte en images avec cette tradition, la fête de la Saint-Jean célébrée hier sur le Rocher en présence du prince Albert II et de ses enfants, photo signée Michael Alési. À demain pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.